C'est la proie parfaite, un thriller psychologique avec Jesse Hunt, tome 37, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Cynthia Hartley se glissa sous les draps, observant son mari avec un sourire espiègle. Tandis que Richard rangeait leurs masques de bal dans leur cachette secrète, elle ajusta sa nuisette. La soirée avait comblé ses attentes, mais elle comptait bien prolonger les festivités encore un peu. Épuisée, elle savait que Richard l'était tout autant. Néanmoins, elle estimait qu'ils avaient juste assez d'énergie pour un dernier moment d'intimité avant de sombrer dans un profond sommeil. Il revint quelques instants plus tard et éteignit la lumière. Jetant un œil au réveil sur sa table de chevet, elle calcula qu'en s'y prenant bien, elle pourrait lui réserver une dernière surprise et s'endormir avant minuit. Cynthia s'éveilla en sursaut. Elle jeta un coup d'œil au réveil en grognant. Il était 1h14. Désorientée, elle se demanda si un bruit l'avait tirée du sommeil ou si ce n'était qu'un écho de son rêve. Trop fatiguée pour s'en soucier, elle enfouit à nouveau sa tête dans l'oreiller. Alors qu'elle commençait à se rendormir, elle crut percevoir un mouvement dans le coin de la pièce, derrière la méridienne. Elle cligna plusieurs fois des yeux, tentant de discerner si ce qu'elle voyait était réel ou simplement un jeu d'ombre. Mais la silhouette bougea, et elle sut alors que ce n'était pas le fruit de son imagination. Elle tendit la main vers Richard, un cri naissant dans sa gorge. Mais avant qu'elle ne puisse émettre le moindre son, l'ombre fut sur elle. Chapitre 1er. Jesse Hunt s'efforçait de dissimuler son inquiétude. Cela faisait un peu plus de 2 semaines que son mari et partenaire d'enquête, l'inspecteur Ryan Hernandez, avait été empoisonné par un tueur déséquilibré. Elle était parvenue à appréhender le criminel et à secourir Ryan juste à temps, mais il n'avait toujours pas recouvré toutes ses forces. Il avait espéré reprendre le travail le lendemain lundi, mais il était évident qu'il aurait besoin d'encore un peu de repos. Assise à ses côtés sur le canapé du salon, elle lui caressait doucement la nuque. Il somnolait par intermittence, ce qui n'était pas grave. C'était un dimanche matin paisible et il avait besoin de tout le repos possible. Au cours des 16 jours écoulés depuis qu'il avait frôlé la mort, son état psychologique semblait stable malgré les épreuves physiques et émotionnelles qu'il avait traversées. Il était possible que sous son apparence de dur à cuire se cache une pointe de dépression face à la longueur de sa convalescence. Mais si c'était le cas, elle ne l'avait pas encore décelé. Il conservait son regard chaleureux et son doux sourire, rehaussé par d'adorables fossettes. Cependant, il avait perdu plus de 3 kilos ainsi qu'une bonne partie de sa force et de son endurance. Il lui faudrait un certain temps pour retrouver sa carrure habituelle, celle d'un homme d'1m90 bien bâti, pesant dans les 90 kilos. Jessie avait pris sur son temps personnel pour s'occuper de lui. Elle reprendrait le travail le lendemain en tant que profileuse pour la police de Los Angeles. Quand Ryan aurait enfin le feu vert pour reprendre le service, il serait cantonné à des tâches administratives pendant un certain temps, même s'il détestait cette idée. Dans la cuisine, Anna Dorsey, la jeune sœur de Jessie, leur préparait le petit déjeuner. Anna était en première année à l'université d'Irvine, à environ 1 heure de route de chez eux, mais elle était revenue à la maison les 2 derniers week-ends pour s'occuper de Ryan jusqu'à ce qu'il se sente assez fort pour se débrouiller seul. De plus, c'était une excellente cuisinière. Jessie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir comment les choses se passaient. Anna était concentrée sur sa tâche, passant d'une casserole à l'autre, tranchant et découpant divers ingrédients sur le billot. Jessie savait qu'une frittata était au menu, mais elle n'était pas sûre des ingrédients. Peu importait. Si c'était Hannah qui la préparait, le plat serait forcément délicieux. C'était amusant de voir sa sœur dans son élément. La jeune femme de 19 ans incarnait l'image même de l'effervescence organisée, sa queue de cheval blonde se balançant frénétiquement au gré de ses mouvements. Ses yeux verts, de la même teinte que ceux de Jessie, pétillaient d'excitation tandis qu'elle passait d'un poste à l'autre. Jessie se sentait un peu coupable de ne pas pouvoir l'aider, mais elle craignait que le fait de se lever ne réveille Ryan, un risque qu'elle n'était pas prête à prendre. Elle resta donc assise à côté de lui, laissant ses doigts courir doucement le long de son cou, et laissa son esprit vagabonder. Elle avait eu beaucoup de temps pour cela ces derniers temps. Tout avait été mis en suspens ces 2 dernières pires semaines, si bien qu'elle s'était retrouvée plongée dans ses propres pensées plus souvent qu'elle ne l'aurait souhaité. Malgré ces moments de répit, Ryan et elle avaient évité d'aborder la possibilité d'adopter un enfant, une idée qui leur trottait dans la tête depuis quelques mois déjà. Jessie préférait cette voie à celle de la maternité biologique plutôt que de faire subir une grossesse à son corps déjà meurtri. En effet, lors de sa confrontation avec le tueur qui avait empoisonné Ryan, elle avait subi plusieurs nouvelles blessures, notamment au bas du dos, aux côtes, au cou et à la trachée, ainsi qu'au visage, qui avait fait une rencontre brutale avec le dos d'une pelle.
Elle se sentait mieux à présent, mais pendant une semaine, elle avait vraiment traîné la patte. Par le passé, Ryan avait exprimé le désir d'avoir des enfants, mais il lui avait dit qu'il était prêt à opter pour l'adoption. Quelle que soit leur position, c'était un sujet trop délicat pour être abordé dans les circonstances actuelles. Jessie s'autorisa un petit rire silencieux et amer en utilisant elle-même l'euphémisme « circonstance ». C'était une façon polie de désigner l'autre problème majeur auquel elle était confrontée. En plus de leur guérison physique et de leur avenir potentiel en tant que parents, il y avait la question épineuse de sa santé mentale. Ces derniers mois, elle avait dû faire face à la résurgence d'un état psychologique qu'elle pensait avoir surmonté. À 31 ans, elle se retrouvait à nouveau aux prises avec des pulsions qu'elle avait connues plus jeune, à l'adolescence et à l'université. Elle ressentait souvent un désir intense de punir ceux qu'elle jugeait mériter un châtiment. Le problème, c'est qu'elle ne voulait pas seulement les faire payer en les arrêtant ou en les faisant condamner. Elle voulait aussi les faire souffrir physiquement. Parfois, le désir était si fort qu'elle s'imaginait en train de commettre l'acte violent qui remettrait le coupable à sa place, de préférence définitivement. Il avait fallu des années de thérapie avec le docteur Janice Lemon, sa psychiatre depuis toujours, pour comprendre les origines de cette soif de sang. Une partie de l'explication était simple. Son père biologique, qu'elle n'avait rencontré qu'à l'âge de 6 ans, s'appelait Xander Thurman. Mais il était plus connu sous le surnom du bourreau des Ozarks, un tueur en série prolifique. Jessie savait qu'une part de cette folie l'habitait, bien qu'elle n'ait jamais ressenti le besoin de tuer par plaisir. Du moins, pas encore. Grâce au docteur Lemon, elle avait appris à canaliser ses pulsions dans la quête de justice. Elle parvenait à assouvir son désir de faire payer les criminels en les comprenant, en les traquant et en les mettant derrière les barreaux. C'est pour cette raison qu'elle s'était tournée vers la psychologie médico-légale pour devenir profileuse criminelle. Elle n'était pas flic, mais une consultante qui aidait la police à attraper les tueurs. Depuis une dizaine d'années, elle avait réussi à taire le côté sombre de ses pulsions, même après l'arrivée d'Anna dans sa vie. Jessie n'avait découvert l'existence de sa demi-sœur que 2 ans auparavant, lorsqu'elles avaient toutes deux appris que l'homme qui avait tué les parents adoptifs d'Anna était leur père, le tueur en série. Jessie avait accueilli cette sœur dont elle ignorait l'existence, devenant sa tutrice. C'est alors qu'elle avait découvert qu'Anna partageait son besoin viscéral de châtier ceux qu'elle considérait comme des malfaiteurs. Dans le cas d'Anna, ce désir était allé plus loin. Elle avait tué un homme. Certes, c'était aussi un tueur en série qui menaçait Jessie, Anna et Ryan, mais lorsqu'elle l'avait abattu, il était menotté et ne représentait plus de danger. Cet acte n'avait pas apaisé Anna. Au contraire, il avait exacerbé son envie de devenir un ange vengeur. Finalement, Anna avait demandé de l'aide à Jessie et au docteur Lemon. Elle l'avait obtenue sous la forme d'une admission volontaire dans un centre psychiatrique où elle avait passé des mois à apprendre à maîtriser et à réorienter ses pulsions. Cela semblait avoir porté ses fruits, car Anna s'en sortait remarquablement bien maintenant. Elle obtenait d'excellentes notes à l'université et était même devenue une sorte de détective amateur, aidant d'autres étudiants à résoudre des problèmes qu'ils ne voulaient pas soumettre à la police du campus. Alors, si Hannah avait réussi à surmonter cette période sombre, pourquoi Jessie avait-elle tant de mal? C'était une question qu'elle et le docteur Lemon avaient abordée lors de leur dernière séance. « Pourquoi je n'arrive pas à dépasser tout ça ?» avait-elle demandé alors que leur rendez-vous touchait à sa fin. Ce n'est pas uniquement une question de génétique. Le docteur Lemon avait suggéré ce jour-là que même si Hannah avait traversé une période difficile, ce n'était rien comparé au traumatisme que Jessie avait subi. « Que voulez-vous dire ?» avait demandé Jessie. La femme menue mais accomplie, aux lunettes épaisses et aux cheveux gris coupés courts, aujourd'hui septuagénaire, l'avait observée impassiblement avant de répondre. La mère biologique d'Hannah est morte quand elle était bébé. Elle n'en a même aucun souvenir. Après l'assassinat de ses parents adoptifs par Thurman, tu l'as recueillie et tu lui as offert non seulement un foyer sûr, mais aussi un nouveau lien familial. Et malgré tout, elle a lutté. « Je sais tout ça », avait rétorqué Jessie avec impatience. « J'étais là, tu te souviens ?»« Oui, tu étais là pour elle, mais qui était là pour toi ?» avait demandé Lemon. « À 6 ans, tu as vu ton père assassiner ta mère dans une cabane isolée des monts Ozarks. Puis il t'a abandonné là, attaché à côté de son cadavre, voué à mourir de froid. Sans ces chasseurs qui t'ont trouvé par hasard, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Certes, tu as été adopté par un couple merveilleux. Mais des années plus tard, Thurman les a retrouvés et tués à leur tour, pour te faire souffrir. Tu vis avec cette culpabilité injustifiée depuis. Jessie, ton propre ex-mari sociopathe a essayé de te tuer. Et quand il est sorti de prison, grâce à un vice de procédure, il a assassiné ton mentor en profilage et mon ami, Garland Moses, pour se venger de toi, puis il a failli tuer ton nouveau mari après ça.
Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, poursuivit le docteur Lemon, imperturbable, c'est que tu as traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Je n'ai même pas évoqué cette femme obsédée qui t'a kidnappé et a essayé de faire de toi son esclave dans une grotte en Arizona. Ni Mark Haddonfield, cet étudiant actuellement en procès parce qu'il n'a pas supporté que tu refuses d'en faire ton protégé en matière de profilage et qui a tué plusieurs personnes que tu avais sauvées avant de s'en prendre à toi aussi. Je connais bien son œuvre, répliqua Jessie d'un ton sarcastique. Et puis il y a eu cette opération d'urgence au cerveau, ajouta Lemon, imperturbable. C'était l'automne dernier. Entre la perte de tant d'êtres chers et le stress constant que vous avez enduré ces 2 dernières années, il n'est pas étonnant que votre cerveau commence à disjoncter un peu. Alors que fait-on pour ça? Demanda Jessie. Il y a 2 semaines, j'ai failli enfoncer la pointe d'un rouleau à pâtisserie dans la colonne vertébrale d'un type neutralisé, en passant par sa bouche. Seules les supplications de Ryan m'ont ramené à la raison. Je crains que même cela ne suffise pas la prochaine fois. Vous pourriez suivre l'exemple de votre sœur et vous inscrire dans un établissement spécialisé, suggéra Lemon. Anna a pu le faire parce qu'elle était lycéenne à l'époque, objecta Jessie. Elle pouvait suivre ses cours tout en bénéficiant de cette thérapie intensive. Et grâce à vous, elle y était quasiment anonyme. Ce n'est pas une option pour moi. Pourquoi pas? D'abord, je ne peux pas prendre de congé. Je n'ai pas 2 mois à perdre pour aller à Malibu travailler sur mes traumatismes en thérapie de groupe ou individuelle. De plus, avec les affaires médiatisées que j'ai traitées récemment, je suis devenue une mini-célébrité. Il y a de fortes chances que quelqu'un me reconnaisse et que ça fasse les gros titres. Ça n'arrangerait certainement pas ma santé mentale. Enfin, j'ai peur de perdre mon job. Si la police de Los Angeles apprend que je prends un congé pour tenter de maîtriser des pulsions meurtrières qui ont failli coûter la vie à plusieurs suspects, ça risque de les inquiéter. Écoutez, dit calmement Lemon, ce sont des arguments valables, mais au final, ils ne me convainquent pas. D'abord, vous n'avez pas à donner de raison précise au département pour prendre des congés. Un traumatisme général basé sur la liste d'horreurs dont nous avons parlé suffit amplement. Personne au sein du service ne contestera que vous avez mérité ce repos. Et vous pouvez toujours aller dans un établissement hors de la région. Pas forcément en Californie, ni même aux États-Unis. Vous n'êtes pas si célèbre que ça, Jessie Hunt. Ça fait mal, répliqua Jessie, retrouvant un semblant d'humour malgré la situation. Mais le plus important, poursuivit Lemon, c'est que cette colère s'est accumulée pour de nombreuses raisons. Franchement, je suis étonnée qu'elle ne se soit pas manifestée plus tôt. Mais aucune justification de ces pulsions ne vous aidera si vous tuez quelqu'un qui ne représente pas une menace directe. Si vous poignardez un suspect menotté ou si vous plantez un rouleau à pâtisserie dans la colonne vertébrale d'un tueur à moitié inconscient, c'est un meurtre et c'est vous qui serez jugé. Dans ce cas, soyez sûr que tous ces incidents évités de justesse ressurgiront au tribunal. Vous avez déjà des antécédents. N'importe quel procureur digne de ce nom vous fera condamner sans sourciller. Que proposes-tu alors? Demanda Jessie. Lemon soupira. À moins que vous n'alliez vous faire interner quelque part comme Hannah l'a fait, dit-elle en fronçant les sourcils. Nous allons devoir trouver des outils infaillibles pour vous aider à gérer efficacement ces sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Ça me va, dit Jessie. Alors pourquoi cette mine sombre? Parce que, ma chère Jessie, rien n'est infaillible. Ces mots résonnaient encore dans la tête de Jessie, assise sur le canapé à côté de son mari assoupi, lorsque son portable sonna. Elle vit que l'appel provenait de Gaylen Parker, la capitaine du commissariat central de LA, où l'unité de Jessie était basée. Parker appelait rarement un jour de congé, surtout quand Jessie était encore en repos. Ça devait être important. « Que se passe-t-il, capitaine » demanda-t-elle à voix basse pour ne pas réveiller Ryan. « Je sais que vous ne reprenez officiellement que demain, mais j'espérais que vous pourriez venir avec un jour d'avance. »« Il n'y a personne d'autre de la HSS qui puisse vous aider » demanda Jessie. La HSS, Homicide Special Section, était une unité spécialisée dans les affaires à fort retentissement ou très médiatisées, impliquant généralement de nombreuses victimes ou des tueurs en série. Bien que Parker fût théoriquement responsable de la HSS, c'était vraiment le bébé de Ryan. Il dirigeait l'unité, composée de 5 inspecteurs, dont lui-même, d'une équipe de recherche de 2 personnes et de Jessie, qui en était la profileuse attitrée. « Nous sommes un peu en sous-effectif », admit Parker. « Les inspecteurs Bray et Goodwin sont sur une autre affaire et je viens de renvoyer Nettles chez lui après qu'il ait enfin bouclé sa paperasse. Il est resté éveillé pendant presque 2 jours d'affilée et je doute qu'il soit d'une quelconque utilité pour qui que ce soit en ce moment. Il ne reste que Valentine, mais même si elle est partante, je ne veux pas qu'elle travaille seule sur cette enquête. »« Pourquoi pas ?» demanda Jessie. « Je préfère toujours que mes collaborateurs travaillent en binôme, expliqua Parker.
Et cette affaire en particulier pourrait bénéficier d'un regard supplémentaire, de préférence celui d'un profileur. Qu'est-ce qui la rend si particulière? S'enquit Jessie. Je n'en sais pas beaucoup pour l'instant. Tu auras les détails auprès de l'officier responsable sur place. Mais en bref, un couple a été retrouvé mort dans son lit. Ils étaient dans une position inhabituelle et portèrent des masques de balles masqués. Bon sang, murmura Jessie. Tu es partante? Jessie jeta un coup d'œil à Ryan qui ronflait doucement, puis à Hannah qui s'était rapprochée. Sa sœur lui adressa un hochement de tête complice qui signifiait silencieusement « Vas-y, je m'en occupe ». Jessie la remercia d'un regard. « Je pense que oui », répondit-elle au capitaine. « Parfait », dit Parker. « Je suis soulagée de l'entendre. »« Soulagée ?» s'étonna Jessie. « En effet », confirma Parker. « Je ne voulais pas présumer, mais j'ai déjà envoyé Valentine te chercher. Elle sera chez toi dans 10 minutes. » Chapitre 2. Jessie fut surprise de ressentir des papillons dans le ventre. Elle avait vu tant de scènes de crime que l'arrivée sur une nouvelle ne la perturbait plus d'ordinaire. Pourtant, lorsque l'inspecteur Susanna Valentine s'arrêta devant la demeure des Hartley à Hancock Park, peu avant 8 heures du matin, Jessie sentit son estomac se nouer légèrement. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas travaillé sur une affaire depuis 2 semaines, depuis qu'elle avait failli enfoncer un rouleau à pâtisserie dans la gorge de l'homme qui avait empoisonné Ryan, ou peut-être parce qu'elle avait été peu active physiquement, se remettant des blessures subies lors de cette confrontation. Elle n'avait pas pu faire ses courses matinales habituelles de 8 km et se sentait certainement moins alerte que d'habitude. Il se pouvait aussi que bien qu'ayant collaboré sur de nombreuses affaires avec Susanna, elles n'avaient pas travaillé ensemble depuis quelques mois. Jessie faisait généralement équipe avec Ryan, avec qui elle partageait une connexion quasi télépathique lors des interrogatoires. Susanna et elle, après quelques frictions initiales, étaient devenues amies, mais leur complicité n'atteignait pas encore ce niveau. Et puis il y avait la raison évidente de son anxiété, cette peur constante qu'à tout moment, son désir de châtier violemment ceux qu'elle considérait comme des malfrats puisse détruire à la fois leur vie et la sienne. Elle s'efforça de ne pas y penser. En sortant de la voiture et en observant l'imposante bâtisse devenue scène de crime, Jessie rajusta sa tenue. Bien confus à la mi-avril, l'air matinal était encore frais et elle avait opté pour un léger manteau par-dessus son fin pull gris. Elle portait également un pantalon confortable et des chaussures d'apparence élégante, mais qui étaient en réalité des baskets, idéales en cas de course-poursuite. Elle se jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier son allure. Comme sa sœur ce matin, elle avait attaché ses cheveux bruns en queue de cheval. Ses yeux verts, après une bonne nuit de sommeil, étaient vifs et brillants. Droite dans ses 1,70 m, elle s'estimait d'une apparence tout à fait professionnelle et crédible. Les deux femmes s'approchèrent ensemble de la propriété et empruntèrent l'allée traversant le vaste jardin jusqu'à la porte d'entrée. Le périmètre était déjà bouclé et de nombreux véhicules stationnaient devant, dont plusieurs voitures de police, un camion de la police scientifique et le fourgon du médecin légiste. Un jeune agent aux cheveux bruns bouclés et à l'air nerveux montait la garde près du trottoir pour tenir les curieux à distance. Jessie devinait qu'il n'avait pas souvent l'occasion d'effectuer ce genre de mission. « Vas-y mollo avec le bleu », chuchota-t-elle à Susanna alors qu'elles approchaient. Il a l'air un peu sur les dents. « Qu'est-ce que tu racontes ?» répliqua Susanna avec un sourire narquois. « Ne suis-je pas toujours adorable avec tout le monde ? Ne l'effraie pas plus que nécessaire, plaida Jessie avec un sourire complice. L'inspecteur Susanna Valentine avait de nombreuses qualités, mais la délicatesse n'en faisait pas partie et l'intimidation en faisait parfois partie. Cela s'expliquait peut-être en partie par sa simple présence physique. Susanna était, de l'avis général, une bombe. D'une beauté presque irréelle, elle avait des yeux noisettes, un teint hâlé et de longs cheveux noirs, ainsi qu'une silhouette sculptée qui évoquait davantage un mannequin qu'une flic. Ce matin-là, elle portait un haut moulant magenta et un pantalon qui semblait douloureusement serré aux yeux de Jessie. Cette dernière s'abstint de tout commentaire. Jusqu'à récemment, Susanna n'avait que peu de patience pour les imbéciles qui faisaient des remarques sur son apparence, en particulier les hommes qui la draguaient lourdement. Elle était connue pour remettre à leur place les admirateurs les plus grossiers d'une réplique cinglante. Elle s'était légèrement adoucie ces derniers mois, depuis qu'elle fréquentait un surfeur sergent de police de Manhattan Beach, plus âgé et incroyablement décontracté. Mais dans le travail, elle faisait toujours preuve de la même intensité qu'à l'accoutumée. Sa personnalité effrontée, parfois abrasive, ainsi que sa passion pour l'investigation, n'avait pas été émoussée par sa vie personnelle plus épanouie ces derniers temps. Elle restait une détective redoutable, ce dont Jessie se réjouissait. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Jessie avait mis du temps à s'attacher à cette femme. Mais une fois leurs différends résolus,
Jessie s'était aperçue qu'elle appréciait Susanna, malgré, ou peut-être même à cause de, son tempérament de feu. Jessie savait qu'en comparaison, elle était plutôt coincée, et elle soupçonnait qu'elle aimait secrètement vivre par procuration à travers Susanna, qui semblait ignorer le mot « retenu ». L'agent aux cheveux bouclés les interpella alors qu'elles arrivaient au début de l'allée. « Puis-je voir vos badges, s'il vous plaît ?» Jessie adressa un sourire à Susanna. Le jeune agent était poli et ne supposait pas, au vu de la tenue décontractée de Susanna, qu'elle n'était qu'une simple curieuse plutôt qu'une policière. Elle ne pouvait pas lui en vouloir pour cela, pas plus que pour l'avoir dévisagée avec insistance. Au moins, son regard était resté respectueusement au-dessus de ses épaules. « Nous sommes de la brigade spéciale des homicides », annonça Susanna en présentant son badge et sa carte. « On nous attend. »« Bien sûr, madame », répondit l'agent en soulevant le ruban pour leur faciliter le passage. Alors qu'elle s'engageait sur le chemin, Susanna lança un regard triomphant à Jessie. « Tu vois, je peux être conciliante quand je veux. Tu me juges trop durement. »« Je parie que ce gamin avait reçu l'ordre de ne pas baisser les yeux, » la taquina Jessie. « Sûrement par un collègue que tu as déjà remis à sa place et qui s'en souvient encore. »« Là, tu es méchante !» rétorqua Susanna en feignant de bouder. Jessie aurait voulu répliquer, mais à mesure qu'elles approchèrent du manoir où elle savait que 2 cadavres les attendaient, elle se sentit mal à l'aise. Elle préféra se concentrer sur la maison. Même pour le quartier huppé de Hancock Park, cette demeure était impressionnante. Elle occupait près d'un tiers du pâté de maison. Avec son style Tudor et ses haies sophistiquées, elle semblait tout droit sortie de la campagne anglaise plutôt que du cœur de Los Angeles. Curieusement, malgré son caractère ostentatoire, la propriété n'offrait que peu de protection visible. Contrairement à beaucoup de résidences du coin, elle n'était pas clôturée. On pouvait accéder directement à la porte d'entrée, comme elle le faisait à présent. Jessie remarqua que les barrières latérales étaient étonnamment basses. Une personne de taille moyenne et en forme pouvait probablement les franchir sans trop de difficulté. Elle scruta les alentours à la recherche de caméras de surveillance. Il y en avait une près de la porte d'entrée, mais rien d'autre de visible. Un deuxième agent montait la garde devant la porte. Lui aussi était jeune, mais il n'avait pas l'air aussi nerveux que son collègue de la rue. Il manquait cependant de tact, car il ne parvenait pas à détacher son regard de la poitrine de Susanna à leur approche. Jessie, peu encline à la confrontation, prit les devants. « Bonjour agent », dit-elle en montrant sa carte. « Nous venons de la brigade spéciale. Je suis Jessie Hunt. Voici l'inspecteur Valentine. Qui est responsable ici ?» Le jeune policier réussit à se concentrer sur la carte de Jessie, s'épargnant probablement une remontrance. « C'est le sergent Alonso », répondit-il. « Suivez le couloir principal jusqu'à la dernière chambre à droite. Tout le monde est là-bas. » Jessie acquiesça et ouvrit la marche. Susanna la suivit, faisant visiblement appel à tout son self-control pour ne pas se retourner contre l'agent, qui jetait sans doute un coup d'œil furtif à son postérieur. « Tu t'es bien maîtrisée », murmura Jessie alors qu'elles s'engagèrent dans le couloir. « Tu as fait des progrès, ma grande. »« Ne m'appelle pas ma grande », répliqua Susanna en réprimant un sourire. Le trajet dans le couloir, qui paraissait interminable, fut plus long que prévu. Elles passèrent devant 10 portes ouvertes, 5 de chaque côté. Jessie compta un salon, une salle à manger, un bar, une bibliothèque et une salle de bain sur la gauche et 5 chambres sur la droite avant d'atteindre celle qu'on leur avait indiquée. Jessie entra et découvrit la chambre principale bondée. La pièce elle-même était immense, de la taille de 3 chambres ordinaires. Il y avait 2 énormes commodes, un coin lecture avec une petite bibliothèque et une méridienne dans l'angle. Elle évita soigneusement de regarder le lit, où elle devinait 2 corps du coin de l'œil. Elle voulait se faire une idée de l'espace avant de se concentrer sur les victimes. Elle compta 4 techniciens de la police scientifique, le médecin légiste et son assistant, ainsi que 4 agents en uniforme. L'une d'entre eux, une petite femme aux cheveux blonds vénitiens noués en chignon, les aperçut et s'approcha. Jessie ne l'avait jamais rencontrée auparavant. « Vous devez être de la brigade spéciale », dit-elle en tendant la main. « Je suis le sergent Justine Alonso, merci d'être venu. »« Inspecteur Valentine », se présenta Susanna en lui serrant la main. « Et voici Jessie Hunt. Merci de nous avoir contactés. C'est vous qui avez pensé que cette affaire relevait de notre compétence ?»« J'aimerais pouvoir m'en attribuer le mérite », répondit Alonso. Mais les premiers agents arrivés sur les lieux ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une affaire hors norme et ont suggéré de vous appeler. Vous comprendrez pourquoi en examinant les corps. Avant cela, intervint Jessie, que pouvez-vous nous dire sur le couple? Qui sont-ils? Comment les a-t-on découverts? Il semblerait que Richard Hartley était un investisseur immobilier de renom, expliqua le sergent Alonso. Apparemment, il était sur le point de prendre sa retraite, bien qu'il n'eût que 44 ans. Sa femme, Cynthia, 43 ans, menait une vie mondaine. Pas d'enfants.
2 chiens. La plupart des informations dont nous disposons nous viennent de leur promeneuse de chiens, une amie de la famille nommée Olivia Townsend. C'est elle qui les a découverts. Elle est encore ici ? S'enquit Jessie. Non, répondit Alonso. L'un de nos agents l'a aidé à emmener les chiens à la pension pour les mettre à l'abri. Mais nous avons recueilli sa déposition avant son départ, ainsi que ses coordonnées. Je suis certain que vous voudrez l'interroger plus en détail plus tard. Elle a probablement besoin d'un peu de temps pour se remettre. Elle était très secouée. Nous aurons effectivement besoin de lui parler, acquiesça Susanna. Comment les a-t-elle trouvés ? Elle est venue pour la promenade matinale des chiens, expliqua Alonso. D'habitude, les Hartley s'en chargent eux-mêmes, mais il lui avait tout dit qu'il rentrerait tard la veille et qu'il voulait faire la grasse matinée. Elle est donc entrée avec la clé qu'il lui avait confiée. S'ils étaient censés dormir tard, comment Townsend a-t-elle su que quelque chose clochait ? Demanda Jessie. Parce que les chiens n'étaient pas sortis, répondit Alonso. Les Hartley gardent les chiens dans le salon la nuit car ce sont des dormeurs agités qui grognent et gémissent dans leur sommeil. Ils les laissent généralement sortir dès le matin pour faire leurs besoins, ce qui les tient jusqu'à ce qu'ils soient nourris et promenés un peu plus tard. Mais quand Madame Townsend est arrivée, la porte du salon était fermée. En l'ouvrant, elle a constaté que les 2 chiens avaient dû faire leurs besoins à l'intérieur. Cela l'a inquiétée car, selon elle, les Hartley n'auraient jamais oublié de laisser sortir les chiens. Jamais, insista Susanna. C'est ce qu'elle affirme, confirma Alonso. Elle a dit qu'ils considérèrent leurs animaux comme leurs enfants. Même s'ils prévoyaient de dormir tard, ils mettèrent des alarmes pour les laisser sortir. Elle les a donc appelés depuis le bout du couloir. N'obtenant pas de réponse, elle s'est avancée. La porte de la chambre était ouverte et elle les a trouvés tels qu'ils sont maintenant. Susanna se tourna vers Jessie. « Tu veux examiner les corps maintenant ?» demanda-t-elle, sachant pertinemment que sa partenaire préférait garder cela pour la fin. Jessie acquiesça. Le sergent Alonso les conduisit jusqu'à eux. Les techniciens de la police scientifique s'écartèrent d'un seul mouvement, comme pour fendre la mer Rouge. Ce que Jessie vit lorsqu'ils se déplacèrent était encore plus troublant que d'habitude. Les 2 corps étaient allongés sur le dos sur l'immense lit. Ils étaient nus. Aucun signe évident de traumatisme n'était visible sur l'un ou l'autre. La tête de Cynthia reposait sur un oreiller. Ses bras étaient étendus de chaque côté, perpendiculaires à son corps. Ses jambes étaient écartées en forme de V. La tête de Richard se trouvait au pied du lit. Il était disposé de la même manière. Le bas de ses pieds touchait ceux de sa femme, de sorte que leurs jambes formaient un losange. Tout cela était déjà étrange, mais l'aspect le plus déconcertant, comme le capitaine Parker l'avait mentionné à Jessie au téléphone, était qu'ils portaient tous 2 des masques de bal vénitiens très élaborés. Celui de Cynthia était rose et violet, orné de paillettes et de rubans. Jessie mit un moment à réaliser que les paillettes étaient en fait composées de dizaines de petits diamants. En se penchant de plus près, elle remarqua que les rubans semblaient être en satin. Elle en déduisit que le masque valait des milliers d'euros. Les cheveux blonds de Cynthia étaient étalés sur l'oreiller et ses yeux, noisettes et vitreux, étaient visibles à travers les trous du masque. Le masque de Richard était tout aussi sophistiqué, bien que moins orné de bijoux. Un rubis se trouvait à l'extrémité du nez du masque. Les traits du visage semblaient avoir été sculptés dans l'ivoire. Ses cheveux noirs, coupés courts, étaient cachés derrière le masque et ses yeux, d'un brun profond, étaient également ouverts. Jessie se demande si le tueur avait forcé les yeux de ses 2 victimes à rester ouverts après les avoir tués. Pensez-vous que les masques étaient en place au moment de leur mort ou qu'ils ont été mis après ? Demanda-t-elle en se tournant vers le médecin légiste, qu'elle connaissait bien. Kelvin Soto, un petit latino d'une 40aine d'années, aux cheveux bruns soigneusement coiffés, s'avança. Sa façon de travailler était aussi méticuleuse que son apparence, ce qu'elle appréciait. Elle lui était également reconnaissante de s'être retenue jusqu'à présent, leur permettant de se faire une idée de la scène par eux-mêmes. Évidemment, tout ce que je dis à ce stade est préliminaire, prévint-il. Mais je pense qu'ils ont été placés là après la mort. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Demanda Susanna. Principalement parce que notre examen visuel n'a pas révélé la cause du décès. Les corps ne présentent aucun dommage apparent et l'absence de sang me fait penser que la réponse se cache sous les masques que nous n'avons pas encore retirés. Si ce qui les a tués a été infligé au-dessus du cou, c'est probablement sans les masques. Vous avez aussi remarqué que les masques des 2 victimes sont légèrement de travers. L'explication la plus plausible serait la présence d'hématomes appuyant sur les côtés, peut-être causés par des coups au front. Une fois que la police scientifique aura examiné les masques en détail, nous les enlèverons pour en avoir le cœur net. « Entendu », dit Jessie en se tournant vers le sergent Alonso. « Je suppose que des photos de la scène ont déjà été prises ?»« C'est fait », confirma-t-il. « J'aimerais les transmettre au plus vite à nos chercheurs, poursuivit-elle.
Je me demande si la façon dont ils sont disposés n'aurait pas une signification particulière. Comment ça, s'enquit Alonso. Je ne suis pas sûre, admit-elle. C'est peut-être rien, mais s'il s'agit de recréer une photo ou une œuvre d'art célèbre, notre équipe le découvrira. Elle savait que Jamil Winslow, le directeur des recherches de HSS, et sa seule collaboratrice, Beth Ryerson, attendaient sûrement avec impatience dans leur bureau, pressés de se pencher sur l'affaire. Ce projet allait les passionner. En attendant, nous aurons besoin d'accéder à leur téléphone et à tout autre appareil électronique, ordinateur fixe, portable, tablette, montre connectée, etc. Il faudra aussi se renseigner sur tous leurs amis et collègues, ou plutôt, puisqu'il était à la retraite, sur ses anciens collègues. Il est temps de se demander qui aurait voulu tuer les Hartley et pourquoi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.